On va faire la présentation en deux temps. La première sur la première partie du sujet, détour artistique pour aborder la langue française, pour vous expliquer les mécanismes du projet de la caravane des 10 mots dans son ensemble, donc projet culturel international sur le partage de la langue française et de la francophonie. Et donc là, c'est Thierry qui va vous faire la présentation. Et ensuite, j'aborderai la question du détour francophone pour parler de la diversité culturelle, qui est un projet spécifique mené depuis l'année dernière et qui est davantage à destination du public éducatif, des professionnels de l'éducation formelle et non formelle. Ça te va? Très bien. J'ai Très combien bien. de temps, moi, à peu près? Tu te mets une alarme? Sinon, Pas plus de 15 minutes si on met le film après. Voilà. Bah ouais, mais avec le film, ça fait... ah non, mais il n'y a pas de souci. Tu parles bien fort, que ça Je enregistre pas- de là. Ou alors tu viens là. Prends ton papier. C'est ça. Non, touche plus rien. Non, c'est ici, c'est le C'est PC. l'ordinateur. Ah, d'accord. Qui est ici. Ok. Oui, c'est vrai. C'est pas toucher le PC. Les câbles, tout ça. Là. Faut faire très attention. On a C'est ça. l'impression d'être dans un bloc, C'est très simple. c'est le bloc opératoire. Alors je vais essayer d'être le plus synthétique possible sur comment est né ce projet de la caravane des 10 mots. Donc, pour ceux qui étaient là au tout début, ils ont compris que j'avais un parcours un peu... Ah, je vous en prie. On vient de commencer. Ah, Tout va d'accord, bien. super. Véronique Rivière. Oui, c'est moi. Véronique, Rivière. très bien. Là, ça, c'est très bien. Donc, pour en revenir alors, donc, à ceux qui n'étaient pas là, je fais juste un... Je vous en prie. Donc, juste un petit historique. En fait, vous avez compris que mon parcours était un peu atypique. Moi, je ne viens pas directement euh, d'un projet autour de la langue. Moi, je suis un chanteur de rock au départ, et puis qui s'est transformé en comédien, et puis qui a fini directeur de théâtre. Mais le lien entre tout ça, c'est évidemment la langue, ou les langues, ou les cultures. Dans le sens où, depuis le départ, entre toutes mes activités artistiques, quand nous avons créé le Théâtre des Asphodèles, j'ai eu la chance de rencontrer donc une personne de la Direction régionale des affaires culturelles de Lyon, qui s'appelle Monsieur Michel Knobulaire, responsable justement de la politique linguistique au niveau de la DRAC Rhône-Alpes, et en même temps du service de documentation, qui m'a proposé, avec une association qui s'appelle Pandora, qui mène des ateliers d'écriture et qui travaille beaucoup autour de l'édition aussi, et qui est située à Vénissieux. Donc c'est deux, Thierry Renard, on est le responsable. Ces deux personnes m'ont proposé d'organiser au sein du Théâtre des Asphodèles, qui était donc situé avenue Félix-Faure à l'époque, qui était un nouveau territoire de l'art ou un îlot artistique urbain, donc de mettre en place une manifestation autour d'un projet dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie. Alors, il faut savoir que donc, vous êtes tous au courant qu'il y a une journée internationale de la francophonie qui a été décidée donc, par l'Organisation internationale de la francophonie à partir du moment où elle a été rendue officielle, cette organisation. Et qu'à l'époque, quand M. Jacques Toubon est devenu ministre de la Culture en France, ses conseillers, les conseillers du ministre, se sont aperçus que la France ne faisait pas partie de cette journée internationale de la francophonie. Alors c'est un peu embêtant, et donc du coup pour rattraper cette erreur de départ, ils ont eu cette magnifique idée de créer la semaine de la langue française et de la francophonie, dans laquelle évidemment il y avait la journée, donc du coup plus personne ne s'est aperçu de rien, et donc c'était plutôt même bien joué, puisqu'ils ont même grossi l'affaire sans en faire partie. Donc c'était plutôt comme quoi, des fois on a des techniciens, enfin des fonctionnaires qui sont de très haut niveau. Et non mais c'est vrai, Ils sont créatifs, c'est vrai. non mais il faut le reconnaître, moi je le dis parce que on les critique souvent, là c'était une très bonne idée. Et ils ont fait appel à un publicitaire à l'époque, parce qu'ils se sont dit si on crée cette semaine il faudrait qu'elle ait un sens, et donc du coup ils ont fait appel à ce publicitaire qui leur a donné cette idée de prendre 10 mots et d'essayer de motiver la population française à jouer avec ces 10 mots sur des thématiques autour de la langue. Alors il y a eu
les 10 mots de Raymond Queneau, il y a eu les 10 mots de Victor Hugo, il y a les 10 mots et la langue française, l'aventure scientifique, il y a eu, etc., etc. Et donc, en 2002, ces deux personnes m'ont proposé d'organiser, donc, au sein de nos théâtres, ce qu'on a appelé la fête des 10 mots, c'est-à-dire l'ensemble des productions des Rhône-Alpins autour de ces 10 mots présentées au grand public. On a mené cette manifestation. C'était une très, très, très belle journée où on a eu effectivement des choses très intéressantes qui avaient été produites, mais directement liées, j'ai envie de dire, à l'écriture, en tout cas, au rapport aux mots. Et suite à cette réunion, nous avons fait un bilan. Et moi, j'avais été un peu sceptique de voir comment, à chaque fois qu'on aborde la langue, on l'aborde justement sous le point de vue soit de l'écriture ou de l'oralité, dans des ateliers, je dirais, assez communs pour moi. Et donc, j'étais un peu critique sur le rendu de cette manifestation, dans le fait que toutes les personnes présentes étaient des gens qui étaient quand même très intéressés aux problématiques linguistiques. Alors on m'a dit, bah, c'est bien, mais la critique est aisée, l'art est difficile, trouve-nous une idée. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dans mon parcours, j'ai rencontré des gens un peu atypiques, comme Coluche, Renaud, etc. Et que moi, j'avais toujours cette problématique de me dire, quand on écrit des chansons, quand on monte des pièces de théâtre, en fait, on, on lit une pièce, on la trouve formidable, on se dit, bah, tiens, on va dire ça avec cette pièce, et puis on essaie de tourner un peu les mots, en tout cas le sens qu'on voudrait leur donner, pour que le public adhère à notre proposition artistique. Et suite à cette manifestation, je me suis dit, mais en fait, les gens, enfin les citoyens, tous les publics que je peux rencontrer, qu'est-ce qu'ils pensent de ces mots, en fait, que j'utilise, moi, dans ce sens-là. En fait, au départ, ils en pensent quoi de ces mots? Parce que si, en plus, on n'est pas tout à fait d'accord sur ce qu'on pense du mot, alors que moi, je le travaille déjà dans notre sens pour leur donner, alors est-ce qu'on arrive à se comprendre réellement? Est-ce que c'est pas ce qui fait qu'en fait, il y a très peu de gens dans les salles de théâtre? Et cette réflexion m'a amené à cette idée donc de m'interroger sur ce que les gens pensaient des mots de la langue française. Et c'est donc comme ça que j'ai lancé cette idée d'aller à la pêche au sens des mots, au-delà de leur propre définition, afin de montrer la richesse et la diversité que tout être humain porte en lui. Je peux vous le refaire plus lentement. Mais cette idée, elle est toute simple. Hein, c'est de dire, voilà, quand on partage une langue, quelle qu'elle soit, on la prend. Et quelle que soit la façon dont on adhère, on apprend cette langue, on l'apprend avec des mots qui ont effectivement une définition dans un dictionnaire, parce que de toute façon il n'y a pas 36 solutions, ou soit dans une transmission orale d'une définition du mot, mais on l'apprend comme ça, mais qu'après, suivant son lieu de naissance, son parcours social, familial, intellectuel, suivant les moments même de la vie d'ailleurs, on n'a pas toujours ce même rapport au mot et au sens qu'on veut y mettre. Et voilà comment est né ce projet. Je me suis dit, bon, bah voilà, ça c'est une super idée, moi j'aime bien. Maintenant, il faut y aller, il faut essayer de montrer que ça a du sens tout ça. Et donc, on est parti avec un jeune réalisateur qui s'appelle Éric Guérado, qui est un ami d'enfance, dont la grand-mère était illettrée. Et nous nous sommes dit, ben, allons-y, on va dans la rue et on prend les 10 mots de Raymond Queneau de 2003. C'était bleu, dimanche, instant campagne. Et puis on va dans la rue. Partout, interroger les gens, qu'est-ce que vous en pensez des mots de la semaine de la langue française, de la francophonie. Alors là, les gens, ils deviennent tout blancs, ils disent, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Ça n'a aucun intérêt. Et donc, les premières semaines, ça ne marche pas du tout, donc on perd notre temps. Et je me suis dit, bon, bah, c'est une bonne idée, mais en fait, elle n'est pas bonne du tout. Et puis un jour, j'étais au parc de la Tête d'Or, que vous connaissez peut-être, à Lyon, et donc on perdait un peu notre temps, et je vois un gamin arriver vers moi, mais l'air un peu, vous savez, ces gamins qui ont ces yeux un peu qui vivent, hein, très vivaces. Et je lui dis, parce que j'ai eu peur qu'il parte avant que je lui passe le truc de la langue française, etc. Donc je lui dis, si je te dis le mot 1000, à quoi penses-tu? Et il me regarde, il me dit, 1000, oui. Alors il réfléchit, puis vous voyez, ça fume, puis il me dit, monsieur. Alors là, je dis, Eric, filme. Et je dis, alors, et il me dit, 1000, c'est un chiffre qui a été beaucoup multiplié. Et là, ce jour-là, j'ai compris que ce projet n'aurait jamais de fin, puisque c'était une véritable réalité. En fait, cette définition-là, je pense que personne ne peut me la sortir comme ça. J'ai fait plein d'essais, hein, vous voyez, je vous dis 1000, c'est que des trucs bateaux, enfin, etc., etc. Même quand les gens vont réfléchir, ils ne trouvent pas cette définition aussi spontanément. 1000, c'est un chiffre qui a été beaucoup multiplié. Et donc, de cela, j'ai compris qu'en fait, le rapport à la langue, avec le commun des mortels,
eh ben, il faut qu'il soit le plus simple possible, le plus humain possible. Et c'est comme ça que je pense qu'on peut avoir le meilleur rapport à la langue, quelle qu'elle soit. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans ce projet de la caravane. Donc très vite, ça a donné un fruit très intéressant puisqu'on a filmé toutes ces interviews. Et donc ça a été aussi un déclencheur dans un certain nombre de rencontres avec un certain nombre de publics. Puisque si lui, il est capable de dire ça, alors tout est possible, y compris le plus beau, le plus sensible, mais aussi le plus n'importe quoi. Et donc du coup, on se remet à jouer avec la langue. Et toujours par rapport à mon parcours, Jacques Brel disait il faut jouer avec la langue et fuir la gravité des imbéciles. Et moi, je pense que c'est tout à fait juste. Et qu'on a même énormément de mal aujourd'hui à retrouver ce plaisir de la langue, hein, ce plaisir du jeu. Donc voilà, de cela, on a pris des artistes, puisque dans mon parcours artistique, il me semblait important que des artistes nous accompagnent dans ce projet pour donner, pour faire passer au public qu'on rencontrait cette sensibilité qu'on essaye de trouver en nous quand on est artiste sur le rapport justement aux mots, à la langue, à la matière. Et donc ces artistes, comme je leur dis souvent quand ils travaillent pour le projet des caravanes, c'est qu'il faut qu'ils sortent de leur carrière artistique en tant que créateurs, mais qu'ils soient bien des passeurs de qu'est-ce que ça veut dire rechercher en soi ce que nous sommes nous-mêmes. Moi je dis souvent, un métier de comédien, c'est une autopsychanalyse permanente et en plus elle est gratuite puisqu'on est payé pour le faire. Oui, alors qu'il y en a qui font des psychanalyses, ça leur coûte très cher. Nous, c'est au moins une chance que nous avons, hein, même si vous avez entendu qu'il y a des problèmes en ce moment avec le monde culturel et artistique en France aujourd'hui. Mais bon, voilà, donc j'ai demandé à ces artistes de nous accompagner et ça a été extraordinaire dans la transversalité des publics, dans le rapprochement des plus petits aux plus anciens, ce rapport qu'on a à la langue justement quand on est à la fin de sa vie et qu'on a l'impression que tous les mots sont collés à l'histoire de l'individu, aussi bien dans son histoire personnelle que dans l'histoire générale de la société, voire du monde. C'est-à-dire que les mots n'ont plus la même valeur, la même force, suivant le vécu de la personne. Et moi, je pense que ce qui est essentiel dans l'apprentissage d'une langue, c'est justement d'assez vite comprendre le rapport qu'on va avoir avec elle, justement, pour concevoir un lien qui ne se perdrait plus, justement, entre les générations. Donc voilà, on a fait ça. Ce projet-là, on l'a créé en Rhône-Alpes. Et très vite, je me suis dit, bah, si on arrive à faire ça en Rhône-Alpes, on pourrait aussi montrer que dans un pays comme l'Hexagone métropolitain, je veux dire la métropole, on peut montrer que toutes les régions montrent aussi qu'on a un rapport différent à la langue, qu'on habite dans le sud de la France, en Bretagne, alors avec des mots tout simples, hein, comme par exemple le soleil, comme je disais au tout début, quand vous allez à Marseille, vous demandez aux gens qu'est-ce que vous pensez du soleil, et ils vous disent bah, c'est comme le pastis, je suis né avec. Si vous allez en Bretagne, les gens vous parleront d'un rayon de soleil. Et si vous allez à Lille, ben, ça sera une éclaircie peut-être des fois. Vous voyez ce que je veux dire. Mais donc déjà, rien qu'avec ce qui nous entoure, on a ce sens différent. Et donc j'ai proposé à d'autres équipes artistiques de s'approprier le projet de la caravane et de nous rendre des contenus sur le travail qu'ils menaient donc dans différentes régions de France. Et puis ensuite, l'idée, ça a été d'internationaliser ce projet en montrant que ce partage linguistique, alors on le fait sur la langue française, mais on peut le faire sur bien d'autres langues, il est intéressant dans tout ce que cela apporte à la langue. Et donc je me suis dit, ben, allons voir dans le monde de la francophonie. Moi j'étais un passionné d'Aimé Césaire, de Senghor, par rapport à, comme je le dis souvent, la première fois que j'ai lu Senghor, je me suis dit, mais pourtant je vous l'ai dit, j'ai fait du rock, j'ai beaucoup fumé la moquette, et c'est très difficile d'aller imaginer qu'avec sa propre langue, on puisse comparer les buildings de New York avec des girafes qui se baladent dans la savane. Il faut avoir vraiment fumé beaucoup pour voir ça. Or, moi, je pense que c'est justement cette appropriation de la langue qui montre des univers totalement différents, des visions du monde totalement différents. Et donc, du coup, j'ai proposé à donc des équipes. Alors, le rapport à la francophonie, on en parlera peut-être un peu, mais c'est très compliqué. Vous savez, donc on est dans un pays qui s'appelle la France, on a l'Académie française, on a une histoire avec cette langue, et donc une histoire aussi de colonisation, de guerre, enfin, etc. Moi, je parlerai simplement de la francophonie que je connais aujourd'hui, et pour la mettre tout de suite au clair, c'est la francophonie devrait être à la langue française ce que le haut débit fut à Internet. C'est-à-dire que le passé, c'est très bien, on peut l'apprendre, hein, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. C'est comment faire de ce partage linguistique une richesse pour toute personne qui partage cette langue. Et puis ensuite, on ne pourra pas refaire le passé, donc ça, c'est autre chose. Donc, on a proposé à plusieurs équipes, au Sénégal, en Vallée d'Aoste et aussi en Pologne, parce qu'il y a énormément de pays où on a parlé la langue française beaucoup plus qu'aujourd'hui dans l'histoire des années-lumière, dans toute cette période de l'histoire.
et qui ont apporté aussi, à mon avis, à la langue quelque chose de très fort. Et on s'est aperçu qu'avec les petites capsules vidéo qui nous étaient revenues, qu'effectivement, ça donnait des choses extraordinaires dans la nourriture de ce projet de la caravane. Aujourd'hui, pour simplifier, on est à une cinquantaine de pays dans le monde qui sont partenaires de ce projet. 50 projets. Ouais. 50 projets, oui, donc avec des équipes un peu de partout, qui travaillent avec leur méthode d'ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'ils prennent les mêmes 10 mots, ils travaillent avec leur façon de gérer l'action artistique et culturelle, qui est aussi quelque chose de très français, entre guillemets, hein, parce que par exemple avec les Québécois, on a eu d'énormes discussions là-dessus. L'artiste n'a rien à faire dans le socio-culturel. L'artiste, c'est le créateur, point. Et puis, il y a des gens qui sont formés pour faire de l'action artistique et culturelle. Mais les artistes avec qui je collaborais, moi, au Québec, m'ont dit, la caravane, c'est un truc. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Tu n'as rien à y faire. Voilà. Parce qu'ils ont quand même une politique linguistique très offensive. Tout à fait, mais elle ne part pas du tout du même biais. C'est-à-dire que C'est nous... pas la dimension artistique qui les intéresse, c'est la Pas du dimension Pas du politique. tout. Tout à fait. Et même si, globalement, on est tous... Enfin, la langue est un enjeu politique énorme. Mais c'est vrai qu'eux, ils ont une... Mais comme je le dis, ils ont... C'est vrai qu'ils sont très offensifs, mais d'un autre côté, quand vous vous levez avec des jeunes Québécois aujourd'hui, la première des choses qu'ils vous disent le matin, c'est bon matin. Et bon matin, c'est good morning, mais traduit en français. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils sont offensifs sur le fait de garder une langue pure, etc., mais ils ne se rendent même plus compte que même dans la façon dont ils parlent, c'est plus du français, c'est du français, enfin de l'anglais traduit en français. Dans la formulation des phrases, enfin vous verrez, c'est le paradoxe un peu hein, de ces rapports. Voilà. En tout cas, c'est sûr que ça nous a amené aussi à une grosse réflexion sur le travail qu'on doit faire ici. Parce que ça soit au Québec, mais aussi dans un certain nombre de pays africains, comme au Sénégal, au Congo, au Tchad, au Cameroun, enfin, etc. Dans tous ces pays qui ont partagé ce projet, on voit bien que l'action qui est menée sur le territoire, même si ce sont des artistes, elle est bien différente de ce qu'on peut faire ici. Et donc ça présente aussi une nouvelle façon de voir l'action artistique et culturelle dans un certain nombre de pays africains par rapport aux projets artistiques qui nous sont proposés ici, hein, qui sont souvent valorisés par le réseau de la France à l'étranger, mais là je ne rentrerai pas là-dedans, c'est toute une politique, mais là on reste dans la politique linguistique, ce qui fait quand même du lien, hein, parce que c'est vrai que le ministère des Affaires étrangères a très longtemps, à travers son réseau, mais aussi à travers le réseau des alliances françaises, mené une politique linguistique qui nous amène aussi au rapport qu'on a à cette langue aujourd'hui dans le monde. Hein, c'est aussi très important. Puisque, je dis souvent, mais il y a très peu de temps, la France a scindé un certain nombre d'associations qui étaient, par exemple, l'AFA, hein, l'Action française artistique à l'étranger, mais aussi l'ADPF, qui était l'Association de la pensée française à l'étranger, qu'on a discrètement caché jusqu'à l'éteindre complètement, parce qu'on ne savait plus trop s'il fallait le... Bon, pour en revenir à tout ça... Très à l'aise avec ce patrimoine. Oui, on n'est pas très à l'aise avec tout ça, mais bon, c'est pas grave. Donc, de tout cela, ce que ça a donné, c'est que dès 2006, on a réuni un certain nombre d'équipes de caravaniers, et puis on est allé tous les 2 ans depuis dans le cadre environnemental du sommet de la francophonie. Et c'est là où nous avons essayé, dès le départ, de défendre ce qu'on a appelé la francophonie des peuples, c'est-à-dire comment faire en sorte que cette langue française partagée à travers le monde soit une richesse dans la diversité des politiques linguistiques. Alors, au début, on a été un peu mal perçu par l'OIF, hein, qui était vraiment, l'OIF, c'était l'organisation de la francophonie à travers la langue française, mais qui mettait bien de côté toutes les langues de ceux qui étaient locuteurs de français dans le monde. Donc, quand on est arrivé avec ce discours-là, ça a été un peu compliqué au début, et puis on s'aperçoit, hein, au bout de 10 ans maintenant, que l'OIF a bien évolué, puisqu'elle, justement, elle est maintenant dans la pluralité linguistique, dans le plurilinguisme, le multilinguisme, elle en parle assez facilement, et elle essaye, justement, de défendre sur un certain nombre de territoires les politiques linguistiques, qui, à mon avis, est une des seules solutions pour qu'on garde encore cette idée d'un certain bonheur où la langue française continuerait à s'émanciper à travers le monde, à travers la démographie africaine, hein, parce que si ce n'était pas le cas, et ça pourrait très vite changer, hein, je veux dire au Congo, Kabila peut très bien passer du français à l'anglais demain matin, avec un bon contrat de 30 milliards de dollars pour des sous-marins, lui il pourrait le faire avec des mines. Si on lui propose ça, je pense qu'il change vite de politique linguistique, et là ça changerait énormément la donne, hein, puisque si l'Eldorado de la langue française se situe en Afrique,
Et donc le centre de la langue va se déplacer, hein. On est obligé, en 2050, on dit qu'on estime à peu près à 700 millions de locuteurs de français dans le monde, et on va dire que 80% seront africains. Donc on voit bien que le centre de la langue va se déplacer, quoi qu'il advienne. Je veux dire, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, mais ça c'est impossible à changer. Ça va modifier le parler de la langue française. Alors on aura toujours notre académie française, ça ne risque pas de bouger. Enfin les murs en tout cas. L'intérieur, je ne sais pas, on peut toujours espérer, mais c'est un risque à prendre. Mais par contre, le centre de la langue va de toute façon se déplacer. Et donc, du coup, pour nous, ça va devenir un questionnement. C'est comment va-t-on réagir à cette immense réserve linguistique de la langue française qui sera en Afrique et avec qui on va avoir des problèmes aussi de compréhension parce que cette langue va de toute façon évoluer par le nombre de locuteurs et que nous, on va rester quand même un petit noyau en Europe. Puisque la France, la Suisse et la Belgique, ça fait quand même pas grand-chose, en sachant que la Roumanie, qui était aussi un immense bassin de locuteurs de français, est en train de fondre comme neige au soleil, hein. On est passé de 3000 professeurs de français en Roumanie au début du 21e siècle à aujourd'hui, je ne sais plus combien c'est 30 000 non, Non, 3000, pardon. 3000 là. C'est De 30 000 000 de 30 000 à 3000. Ah, En l'espace de Divisé- 16 ans, de divisé 20 par ans. 10. Oui, divisé par 10. Oui. Et oui, c'est énorme. Hein, mais Voilà, donc nous, dans le cadre de ces sommets, voilà, on a essayé de faire évoluer des choses, la langue, et puis aussi, on a beaucoup, nous, travaillé sur la politique des droits à l'expression, Droit culturel. des droits culturels, avec une structure qui est en Suisse, qui s'appelle L'Institut l'Inst- interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme de Fribourg. l'Université de Fribourg, je ne sais pas si vous D'accord. connaissez, voilà, avec qui on a d'énormes collaborations pour justement ces politiques linguistiques. Voilà, non, c'est bon, j'ai pas été Je sais pas, j'arrive pas à voir. 18. le mettre. Non, non, mais là j'ai été. Mais je compléterai juste peut-être par vous dire que on a 21 disposé minutes, sur voilà. sur la table les DVD des Caravanes des Dix-Mots, sur lequel il y a les films des Caravanes des Dix-Mots, parce que, comme Thierry l'a dit, le projet est né de l'audiovisuel, est né de cette idée de filmer la parole, d'aller interroger les gens. Donc c'est quelque chose qui est resté très présent dans le projet, et aujourd'hui, si les porteurs de projets, qu'ils soient Alliance française, collectif artistique, compagnie de théâtre, compagnie de slam, centre culturel, tous ces porteurs de École. projets sont amenés à réaliser des images documentaires de ce qu'ils font, des ateliers artistiques et des micro-trottoirs, comme ça, des enregistrements de la parole spontanée. Donc les coffrets DVD rassemblent ces films sur lesquels il y a également un florilège parce que nous, justement, à travers cette idée du plaidoyer pour la francophonie, un des objectifs très importants, c'est la fait de valoriser la diversité culturelle de la francophonie, de montrer que la langue française n'appartient pas qu'aux Africains ou qu'aux Français, et encore quand je dis Africain, évidemment, c'est une très très grande généralité, mais en tout cas de dire que cette langue française est plurielle et comment elle est parlée, comment les imaginaires, à quel à quel point ils sont différents. L'audiovisuel est un bon outil pour montrer justement cette diversité culturelle. Donc vous pouvez retrouver ces films-là. Et on va regarder le film sur le dernier forum qui a eu lieu à Dakar. Voilà, c'est ça. En sachant que moi j'ai fait abstraction dans ce projet de tout ce que va vous présenter Émilie après, hein, c'est-à-dire comment on a fait de ce projet un outil bah, à la fois d'apprentissage de la langue, parce que c'est vrai que dès le départ, on s'est aussi associé à des grands écrivains. Enfin, vous connaissez Boualem Sansal, par exemple, qui a écrit 2084 La fin du monde, son dernier ouvrage. Hein. Mais dès le départ, il a travaillé avec nous sur ce projet des caravanes. Il est auteur algérien, lui, il écrit tout en français. Il promeut la langue française sur un territoire qui est spécifique, hein, c'est l'Afrique du Nord, avec toute la complexité que ça peut représenter, et surtout en sachant qu'il vit dans un pays qui n'adhère pas à la francophonie. Et lui-même, en tant qu'écrivain de langue française, ne veut pas être considéré comme un auteur francophone. Donc ça, je pourrais vous l'expliquer, mais c'est un autre débat. Mais c'est important, parce que justement, on a été rejoint par beaucoup d'écrivains, hein, qui sont justement de la même trempe que Boualem. Et puis après, un certain nombre de linguistes aussi, comme Henriette Walter, par exemple, qui, quand elle nous a rencontrés, est tombée amoureuse de cette approche de la langue, alors que c'est vrai qu'elle avait
d'énormes sollicitations à l'époque quand on s'est rencontrés. Elle me disait souvent, écoute Thierry, je préfère partir avec toi dans ta caravane que de continuer à faire ce que je fais alors que je vois que ça ne change rien. Voilà, mais elle est formidable, Henriette, c'est quelqu'un d'assez... Très accessible. Très accessible. Enfin, moi, on s'est rencontrés vraiment par le hasard de la vie. Hein. Mais comme toutes ces personnalités qui ont compris qu'à travers, c'est vrai que ce projet, bon, moi, j'ai toujours directeur de théâtre, je ne cherche aucune gâche, comme on dit dans le langage courant, et je fais ça juste par passion. Et c'est vrai qu'on le disait encore la semaine dernière, ça dérange quand même beaucoup, parce que c'est vrai que la plupart des gens que j'ai rencontrés dans le grand projet de la caravane autour de la langue dans le monde entier, c'est souvent des gens qui aspirent à des postes un peu plus intéressants, enfin je veux dire, qui font ça parce que c'est un cursus. Moi, c'est pas du tout mon cursus, hein. Moi, mon cursus, c'est de continuer à monter des pièces de théâtre. Je vous invite, mi-juin, on monte le 4e mur de Sir Chalandon, voilà, pièce sur le Liban magnifique, justement, on parle plein de langues aussi dedans, mais voilà, ça c'est ma vraie passion. C'est pas... La caravane, je sais pas, c'est un hobby. Non, mais je veux dire, on dit qu'il n'y a que dans la passion qu'on fait des excès. Alors là, c'est mon excès. Voilà, je sais pas pourquoi. En plus, hein, je n'avais aucune propension à travailler sur la non, francophonie. vraiment aucune prétention ni quoi que ce soit. Je le vis juste parce que c'est une passion et le fait d'avoir fait le tour du monde avec ce projet des langues, je trouve ça énorme. J'ai rencontré des linguistes extraordinaires de partout sur la planète. Abdoulaye Sow, qui est un professeur mauritanien. Si vous le rencontriez, vous verrez à quel point il a une puissance dans les mots de cette langue française que je vois rarement dans un pays, par exemple, comme la France aujourd'hui. Madame Katharina Steno, qui a défendu la politique, la diversité linguistique de l'UNESCO. La première fois que je l'ai entendue, c'était à la Maison de la Danse à Lyon, mais vraiment par hasard. J'ai vu ce programme, je suis allé, c'était même pas pour elle. Hein, et je l'ai entendu parler, cette dame, et la façon dont elle utilisait les mots de cette langue française, pour moi, a été vraiment une découverte assez incroyable. Bon, elle parle 7 ou 8 langues, hein, mais je veux dire, la façon dont elle structure la langue française dans son parler, et ses écrits sont absolument remarquables. Voilà, donc je vis ça par passion. Mais excessive. Alors, on va me présenter un petit film. Mais vous continuez à collecter des films comme ça? Tout le temps, oui. Donc vous devez avoir une collection phénoménale. On a des ressources Et vous en énormes. faites quelque chose? Alors justement, là aujourd'hui, vous voyez, depuis quelques années, parce qu'au début, comme on a fait ça pour, j'avais envie de dire comme ça, hein, parce qu'on n'avait pas compris, moi j'avais absolument pas compris l'aspect politique de ce que je menais. Par exemple, les 10 mots, je vous ai pas tout raconté, mais les 10 mots au début, ils étaient choisis, enfin chacun avait ses propres 10 mots. Donc quand moi j'ai voulu dire qu'on allait montrer qu'on était différents à travers... avait 10 la même mots, démarche, mais voilà. des mots différents. J'ai lutté pendant 3 ans pour que l'ensemble des pays qui participaient à ce projet des 10 mots et de la semaine en français, enfin de la langue française dans le monde, acceptent de partager les mêmes 10 mots. Il m'a fallu 3 ans pour les convaincre, parce que c'est un très haut niveau, hein, c'était au cabinet des premiers ministres de chacun des pays. Et j'ai été accueilli, j'ai été auditionné à Liège, en tant qu'artiste, la saltimbanque, hein, par ces organismes, et j'ai défendu mon bout de gras pendant 1h30. Et au bout d'1h30, la fumée blanche est sortie de la cheminée. Hein, et ils ont accepté de décider de prendre ces 10 mots en commun. Mais ils me l'ont dit après à l'apéro que c'était pour eux impossible de le faire diplomatiquement parlant. C'était impossible. D'abord parce que la France ne pouvait pas s'effacer d'un tel choix. Que l'un d'eux fasse la proposition, c'était impossible. Trop et ils n'auraient jamais répondu positivement ni aux Québécois, ni aux Suisses, ni aux Belges, ni à l'OIF. Parce que la France, c'est d'abord la France, et ensuite, bon, il y a le reste. Donc voilà, on en est arrivé là, mais depuis quelques années, c'est vrai qu'on s'est penché donc sur l'aspect politique et, je dirais, et la pluralité de cette approche de la langue, et depuis, on est donc maintenant dans un processus de réflexion, pour en revenir à la matière que nous avons, de réflexion où on cherche des taiseux qui pourraient travailler, voilà, sur le projet de la caravane, parce que c'est vrai que moi je ne suis pas un chercheur et je pense qu'il y a vraiment une matière extraordinaire pour faire voilà, de ce projet-là, au-delà de l'aspect purement plaisir hein, qu'on y mène, parce que moi c'est un plaisir de faire tout ça, un vrai travail de recherche pour nourrir linguistique, culturel. Voilà, ce qu'on est en train de faire et ce que nous montrera après aujourd'hui dans les écoles françaises, hein, comment faire en fait que cette diversité d'une population que nous avons sur notre territoire soit une force pour l'apprentissage des bases de la vie à l'école maternelle, primaire, enfin, etc., tout au long de son parcours, y compris d'ailleurs dans la reconversion professionnelle,
Tout autant que, par exemple, nous, on a un discours qui est aussi très offensif, là, alors là, moi en tout cas, sur le fait de dire que la France est un pays avec beaucoup de territoires, dont un petit hexagone, mais aussi des territoires des Antilles, la Réunion, et je lutte tous les jours au ministère de la Culture, au ministère des Affaires étrangères, pour faire comprendre, alors là, à des fonctionnaires qui sont, à mon avis, un peu retardés dans l'esprit des documents avec lesquels ils bossent, c'est-à-dire qu'ils ne prennent jamais en compte le fait que la France, ce n'est pas l'Hexagone. La France, c'est une multitude de territoires, pas seulement des océans, mais de territoires où il y a des êtres humains, la Nouvelle-Calédonie, etc., etc. Qu'on le veuille ou non, l'histoire, c'est pas moi qui l'a fait, mais l'actualité, c'est sûr, elle est vécue par tout le monde, et qu'elle est aussi importante aujourd'hui qu'elle était hier, pour justement défendre cette diversité qu'on proclame partout. Ça, c'est un gros souci, parce que les 4 ou 5 derniers ministres des Affaires étrangères avec lesquels j'ai pu discuter, pire encore, les secrétaires d'État à la francophonie, où là, c'est catastrophique. Il y a Mila Benguigui, moi je donne les noms, hein, parce que je n'ai rien à foutre, je les ai rencontrés. Quand je dis qu'ils sont cons, c'est vraiment que. Ah, pardon, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je le dis, j'ai aucun problème avec ça. C'est de dire que voilà, c'est des gens qui n'ont aucune compétence, je le dis politique, parce que la politique pour moi, c'est un sens noble, n'ont aucune compétence politique dans la politique linguistique que doit mener la France. Et donc, elle est même contre-productive, cette idée-là. C'est-à-dire qu'on redonne une image totalement passéiste de ce que vit la population française. Là, je ne parle pas du décideur, de la population française. C'est-à-dire qu'on rabaisse une population sans s'en rendre compte, alors qu'on les représente au plus haut niveau des congrès internationaux. Ça, c'est grave, c'est très très grave, y compris dans la compréhension des textes qu'on lit, hein, puisque là, je parle d'une dame que j'ai aucun souci avec ça, on lui écrit des textes, elle n'a été incapable de les comprendre pour les dire à une tribune. C'est-à-dire qu'elle mettait des ponctuations dans des... Elle changeait les pages. Elle était incapable de comprendre. C'est grave quand même ça. Hein, voilà. Je le dis parce que c'est important. C'est pas nouveau, Oui, mais quand même, ça se renforce. Voilà. Oui, ça se renforce. Qui aujourd'hui, cette année, par exemple, il y avait des mots qui étaient très intéressants parce qu'ils insistaient justement sur la diversité, sur des mots africains, etc. Qui les choisit? Alors, ils ont été empruntés, c'est vrai, à divers pays cette année. Jusqu'à présent, par exemple, c'était strictement impossible, hein, parce qu'on n'acceptait pas le québéquisme, etc. C'était impossible de voir ça dans le choix des mots. Il y a eu à une époque des mots choisis par des auteurs. Alors moi, je trouvais ça bien, par des écrivains, parce qu'il y avait une sorte de... Le choix était à la fois très intéressant politiquement, mais très poétique aussi. Donc, on le veut ou non, l'artiste, il a quand même cette aptitude à proposer quelque chose qui fait rêver le monde. Hein. Quand c'est plutôt choisi par les institutions, on sent qu'il y a l'aspect aussi politique, mais il y a beaucoup moins le côté rêve derrière. Bon, bah, c'est comme ça, voilà, il faut tout pour faire un monde. Cette année, ils sont assez intéressants. Alors, ils sont choisis par l'ensemble des délégations de politique linguistique du Québec, de la Belgique, de la France, de la Suisse et de l'OIF. Alors, l'OIF a été... Pour le reste du monde, hein, évidemment, l'OIF ne représente que 2 mots pour l'ensemble de ces pays, mais... ces pays hors les pays que j'ai cités en premier, qui en font partie aussi, oui, le SMIC, mais je ne désespère pas de faire progresser ça. Hein. Par exemple, si la France, la Belgique, la Suisse et le Québec ne choisissaient qu'un mot et que l'OIF en choisissait 6, ça pourrait totalement être équilibré. Je ne désespère pas, on pourra peut-être y arriver, il faut voir... Voilà, en tout cas, c'est eux qui le décident. Et aujourd'hui, ils ont décidé de les choisir en commun, en sachant que sur chacun des territoires, des fois, ils choisissent des thématiques spécifiques. C'est-à-dire, ils ont les 10 mots communs, mais ce n'est pas la même approche politique dans chacun des territoires. Pour vous dire à quel point, quand je le dis, les gens sourient, à quel point la langue est éminemment politique. Mais vraiment, c'est un rapport au plus haut niveau. On a eu les attentats de Charlie Hebdo l'année dernière, tout le monde, bien sûr, était au courant de tout ça. Derrière, 2 mois et demi après, le Premier ministre français a annoncé une grande réforme sur la langue française en France. Et aujourd'hui, il n'y en aura pas. Pourquoi? Très simplement parce qu'une des grosses problématiques, mais peut-être qu'un jour ça viendra, ce sera dit au grand public, c'est qu'en fait, il y avait une histoire constitutionnelle en France, c'est de savoir qui, du chef de l'État ou du Premier ministre, avait la primeur d'annoncer une grande réforme de langue française dans le monde. Et il y a entre ces 2 gros cabinets eu une bataille de près de 3 mois pour savoir constitutionnellement comment on devait faire ça. Et quand nous, on a été reçus au cabinet du Premier ministre, la question était toujours en train de se poser.
Alors que par contre, pour la grande agence, personne ne savait trop de quoi on allait en résulter. De fait, le projet a été enterré Et après ça a les été tout attentats enterré. de novembre. Alors que Il y là, a pour plus moi, de c'était réforme de la on langue avait un française. boulevard. On avait un boulevard pour justement relancer une véritable dynamique de politique linguistique, pas seulement sur la langue française, mais sur la diversité, la pluralité, l'intercompréhension. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient dans les tuyaux. Bon, voilà, tout ça a été. Oui, du coup, je vais compléter avec le travail sur le projet éducatif de la Caravane des 10 mots, puisque, comme Thierry l'a présenté, les valeurs, le plaidoyer dans le projet artistique de la Caravane des 10 mots sont très forts sur la question de l'effectivité du droit à l'expression, de la pratique artistique, de la valorisation de la parole de chacun. Et ces mêmes valeurs sont au cœur de ce projet éducatif qui a émergé pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'on avait envie de travailler sur la question de la francophonie en France, justement, comme tu le dis parfois, t'es arrivé dans la francophonie un peu par hasard et vous vous êtes rendu compte que c'était effectivement éminemment stratégique, politique, important dans la vie sociale, dans la vie politique, et que la question de la langue était au cœur de beaucoup de thématiques d'enjeux autour du vivre ensemble, de la reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique du territoire français. Donc ça nous a paru intéressant de développer un petit peu notre travail autour de la francophonie en France. Parce qu'en plus, c'est souvent l'image qu'on a en France, c'est que la francophonie, c'est l'ailleurs, c'est les autres. Alors que non, les Français aussi sont francophones. Ensuite, effectivement, comme c'est écrit là, des rencontres avec des partenaires, je pense notamment à l'Institut international pour la francophonie, nos réflexions et notre envie de travailler avec les écoles, avec le milieu éducatif, sont arrivés un peu au même moment, donc on a pu travailler ensemble sur ces questions. Et puis sur l'envie, effectivement, de moderniser un peu cette idée de la francophonie, essayer de faire passer l'idée qu'on a, de se dire qu'effectivement, c'est c'est une formidable occasion de travailler sur la diversité culturelle en France, alors qu'on est, comme vous le savez, dans un contexte où les idées xénophobes aujourd'hui apparaissent librement dans l'espace public, et voilà, qu'il y a un problème aussi, que parler de langue française ou de francophonie, ça renvoie parfois à une certaine forme d'identité française. Voilà, je mets des gros guillemets quand je parle de ces mots-là, parce que justement, on peut vraiment concevoir les choses autrement, et ça nous paraît beaucoup plus porteur pour l'avenir, beaucoup plus intéressant pour la construction d'une vie sociale épanouie et plus libre pour chacun. Voilà. Du coup, je vais passer rapidement là-dessus parce que c'est un petit peu formel. Les objectifs de ce projet de sensibilisation à la francophonie et à la diversité culturelle auprès des professionnels de l'éducation donc sont favoriser un meilleur accès à la citoyenneté, au débat à l'école, puisque ce sont des problématiques, comme on dit, qu'on relie beaucoup à l'environnement social, favoriser la conception d'une conception multiculturelle de la francophonie, de la langue, la convivence, alors c'est un néologisme, mais c'est l'idée du vivre ensemble finalement, qui valorise les diversités des expressions culturelles, et valoriser aussi, identifier le plurilinguisme comme un atout, et tout type de plurilinguisme, déconstruire un peu ces idées aussi de hiérarchie entre les langues qui peuvent être parlées par les enfants, et donc dans le cadre de leur langue maternelle, des langues de la famille. De manière opérationnelle, c'est créer des outils pour les profs. Pour les profs, encore une fois, je le vois de manière très large, c'est-à-dire éducation formelle, mais aussi éducation non formelle, animateurs des temps périscolaires, médiathécaires, tous les enjeux de l'éducation aussi populaire. Penser ces outils dans une perspective francophone et participer donc à la construction de la société civile francophone, puisque ce projet et les outils qui sont développés dans ce cadre-là ne s'adressent pas qu'aux professionnels français, mais aussi aux autres professionnels de la francophonie, et je vous parlerai tout à l'heure d'une expérience qu'on a menée en Arménie. Donc plusieurs étapes. D'abord des interventions menées par notre équipe dans des écoles, donc des interventions d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures, selon le projet qui est construit avec le directeur et avec les professeurs, donc dans le cadre de l'éducation nationale, dans les académies de Grenoble et de Lyon. Ensuite, l'organisation d'un comité consultatif, auquel Nathalie Blanc, d'ailleurs, a assisté, fait partie, qui nous a permis aussi de pouvoir nous orienter un petit peu justement dans cette thématique, parce que nous, notre cœur de métier, comme vous l'avez compris avec Thierry, ce n'est pas l'éducatif justement, c'est le culturel. Donc bien mettre aussi en valeur notre valeur ajoutée dans le cadre de ces thématiques-là, de valorisation de la diversité linguistique, d'enseignement du français,
Et ensuite, donc, le développement d'une plateforme numérique sur laquelle ces outils, les outils qu'on a développés pour les interventions, seraient accessibles à tous, et permettre ensuite de l'échange entre les professionnels qui les utilisent au niveau international, dans différents contextes linguistiques. Alors, les thématiques qu'on aborde à travers ce projet, et notamment lors des interventions auprès des écoles, mais on va le voir tout de suite, c'est tout d'abord de manière très large le langage, la question du langage, le rapport entre le langage et les langues, c'est-à-dire tout le travail autour des sonorités, qu'est-ce que la langue comme outil, donc ça c'est une base. Ensuite, la langue française, langue vivante, leur montrer aux enfants ou aux participants en général, ça peut aussi être aux profs quand c'est dans le cadre d'une formation pour des profs, que la langue française est vivante, qu'elle donc s'enrichit des emprunts, qu'elle s'enrichit de la cohabitation avec d'autres langues, cohabitation sur les territoires, mais aussi dans les esprits, dans les têtes des gens, et que donc voilà, valoriser la diversité aussi des pratiques langagières de chacun, qu'il est intéressant aussi de voir la langue évoluer par des mécanismes de création. La francophonie, espace multipolaire de découverte et d'ouverture, là c'est plutôt une approche géographique et culturelle de la francophonie, c'est-à-dire par exemple se rendre compte de la diversité des expressions francophones, comment une même chose va être exprimée de manière très différente sur différents territoires francophones, et donc la géographie, quels sont les statuts de la langue française sur d'autres territoires, essayer de mettre un peu en perspective justement la situation linguistique de la France, qui est très spéciale finalement à l'échelle de la francophonie, et pour que chacun aussi trouve sa place et se rende compte que le plurilinguisme est plutôt une généralité finalement à l'échelle du monde. Et donc francophonie et plurilinguisme, une ouverture sur les langues du monde, et voilà. La démarche, ça c'est la démarche qu'on essaye de favoriser pendant les interventions qu'on a pu mener dans les écoles. Alors là, j'ai pas mis la liste des écoles dans lesquelles on est intervenu. On est intervenu en Isère, dans un territoire donc plutôt entre rural et industriel. Enfin, oui. Aussi à Lyon, centre-ville, dans la métropole de Lyon, pas centre-ville, à Vaux-en-Velin par exemple. On mène un projet périscolaire en ce moment. On est allé à Villers-Cotterêts aussi. Alors ça, c'était une commande un peu spéciale qui nous a posé des questions, mais finalement on est très très content d'être allé là-bas. Donc mairie FN depuis les dernières élections, et c'est à l'initiative de la ville qu'on nous a invités. Donc, on s'est posé des questions, mais c'était les services de la ville, et c'était très intéressant d'aller rencontrer les enfants de l'école, très très bien accueillis. Et aussi à Millery, donc là pour le coup zone plutôt rurale du Rhône, enfin, différents types de situations en France. Donc la démarche qu'on développe, c'est toujours la même, valoriser beaucoup la participation des enfants, vraiment les mettre en situation de, voilà, on pousse les tables et on discute, on se déplace, par le biais notamment de débats, de formes de débat, le débat mouvant par exemple, où l'idée est de se positionner dans l'espace. On va voir après une petite vidéo avec des quatrièmes, vous pourrez voir comment ça s'est passé. La déduction dans le sens où c'est les enfants qui déduisent par l'expérience de l'activité ce qu'il est intéressant d'apprendre. Ensuite, explicitation bien sûr des adultes, et ouvrir toujours au questionnement des enfants, parce qu'on se retrouve finalement, enfin, on se rend compte qu'on éveille à partir de ces activités-là des questionnements qui sont très larges. Pourquoi il y a autant de langues dans le monde? À quoi ça sert qu'il y ait autant de langues dans le monde? On dit qu'il y a des gens qui sont racistes, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, des choses très très diverses, mais finalement voilà, des questionnements qui peuvent s'épanouir dans ce cadre-là. Donc les approches pour les activités, je le disais, approche active et expressive, ça c'est par exemple utiliser le mécanisme de la caravane des 10 mots, donner des mots et demander aux enfants de s'exprimer très spontanément sur le sens qu'ils mettent, et voir à partir de la classe que chacun a mis des sens différents, mais que ces sens peuvent être les mêmes que quelqu'un au Congo ou au Togo, comme on le voit dans le film. Voilà, essayer de montrer cette diversité-là. Participative et ludique, donc ça c'est notamment la question des formats de débat, de paroles ouvertes pour les enfants. Et enfin des activités facilement adaptables à différents types de publics, langue maternelle français ou pas, en fonction des âges aussi, dans le secondaire, dans le primaire, auprès d'adultes apprenant du FLE, voilà, et aussi en fonction aussi des contextes linguistiques des différents pays, puisqu'encore une fois, l'idée étant que ces outils puissent être diffusés largement.
Alors, avant de regarder ça, je vais vous proposer une petite vidéo de 2 minutes. Cette-ci, elle est très courte. Je sais pas si ça va. Il y a un petit mot d'ailleurs par rapport à ça, je ne l'ai pas dit dans la présentation de la Carbone, mais on a demandé à des artistes de disciplines artistiques très très différentes. Pour moi, il est possible d'écrire un texte, et si vous deviez donner le sens de ce texte avec un dessin, on s'apercevrait que entre l'écriture, ce qui a été écrit, et ce qui est vraiment pensé par l'individu, il y a une énorme différence. Et je pense qu'il est très bien, il est très bon des fois de faire cette approche de la langue avec des gestes, avec c'est une expression physique, d'art plastique, c'est-à-dire de déclencher ce qui des fois, chez certains enfants, en tout cas pour moi, est un problème où en fait il a conscience de la langue, il s'approprie assez aisément la langue, mais en fait il n'utilise pas la langue pour s'exprimer lui-même. Et ça, pour moi, c'est un gros souci aussi au niveau de l'éducation, dans ce que j'ai vu jusqu'à présent à travers ce projet de la Caravane. C'est que des fois, je pense qu'il y a une dichotomie complète entre le fait que les gens font des cursus plutôt faciles, mais ne sont absolument pas porteurs de leur propre identité à travers ce qu'ils véhiculent. Ça pour moi, c'est un épiphénomène que je vois de plus en plus et qui est très important dans le projet de la Caravane, c'est vraiment essayer de trouver le rapport que chaque individu porte à la langue, à sa propre identité. D'ailleurs, on avait dit, moi je dis souvent quand on fait une conférence sur la langue française en France, c'est faire une conférence d'eau chez les poissons. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est compliqué. C'est trop évident pour être intéressant. C'est très compliqué de comprendre de quoi on parle en fait. Voilà, quel est ce premier facteur de lien commun, c'est très important. Et par rapport à ça, malheureusement, on ne vous en a pas apporté aujourd'hui, mais on a écrit un livre qui s'appelle Manifeste pour l'hospitalité des langues, qui est assez intéressant, puisque dans tout ce travail-là, l'hospitalité de la langue est pour nous un phénomène aussi très important. Voilà. Il y avait un sous-titre d'ailleurs, c'était Mon nègre est une blonde. Il n'a pas été choisi totalement par les éditeurs. Et les éditeurs ont refusé. Bien, bonjour à tous. Alors, nous, on vient de la Caravane des 10 mots pour venir vous parler aujourd'hui de la langue française et de la francophonie. On va vous projeter un mot et vous allez devoir écrire ce qui vous passe par la tête. Donc, on appelle ça une association d'idées. 3, 2, 1, ambiancer. Musique, faire la fête, mettre l'ambiance. Est-ce que vous savez ce que c'est une expression? Oui. Vous pouvez me donner des exemples? Moi je peux. Oui, Mohamed. Être sur 131. Être sur 131. Ça, être sage comme une image. Verre de jalousie. C'est un mot que vous entendez souvent, chouïa? Oui, dans la langue arabe. Oui, ça veut dire un petit peu. On va s'intéresser un petit peu au monde. Est-ce que vous savez où on parle français dans d'autres pays? Au Maghreb, Dans le Maghreb, c'est où le Maghreb? C'est quel pays? c'est l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et la Tunisie. Et effectivement, il y a beaucoup de francophones dans ces 3 pays-là. Mais le Bénin, Le Bénin, La mer des Caraïbes. dans les Caraïbes, oui. Et ici, on voit qu'il y a des francophones dans le monde entier. français. Français, Le français et le bosniaque. le français et le bosniaque. Quelle langue tu parles? l'indien. L'indien? Français. Français, le coréen et l'anglais. Et ça, c'est pour vous montrer justement que la langue française, rien qu'au sein de cette classe, elle est déjà en contact avec plein de langues. Une langue, elle ne peut pas être isolée dans son coin toute seule. Elle est forcément en lien avec les autres. On est forcément toujours en lien avec les autres qui parlent d'autres langues, qui ont d'autres cultures. Bon, ça, c'est un clip très, très rapide, mais qui vous donne un peu une petite idée de comment ça se passe en classe. Et donc ça, c'était auprès de CM1, CM2. Mais je vais vous montrer là une vidéo de... Alors, on n'a pas pu avoir on n'a pas beaucoup d'images des jeunes parce qu'on n'avait pas eu toutes les autorisations de droit à l'image pour les 4e, notamment parce qu'il y avait des enfants d'un CADA. Mais on a le témoignage de la prof et on a quand même des images. Donc ça, c'était dans le secondaire. Une langue universelle permettrait de réduire les conflits.
On n'a pas l'habitude en classe d'avoir ce genre d'interaction. Et le fait de travailler comme ça sur un projet qui leur permet de se positionner vraiment et dans l'espace et de s'affirmer dans leurs opinions, c'est vraiment quelque chose d'important pour le travail du débat qu'on continuera l'année prochaine en classe de 3e. Voilà. Alors, la question de la langue, évidemment, elle est traitée, mais elle est traitée, vous avez pu le voir, d'un point de vue vraiment grammatical, orthographique, quelque chose de très technique. Et finalement, je crois qu'on oublie souvent qu'ils parlent différentes langues. Là, on l'a bien vu, ils peuvent parler jusqu'à 11 langues dans cette classe. Et du coup, on oublie trop souvent de leur parler des différences d'apprentissage, justement, du fait que la langue maternelle, c'est pas tout à fait le même apprentissage que quand on arrive en France, justement, à un moment donné, et qu'on doit s'habituer à parler la langue du pays aussi. Parce que les lingala, la façon que tu parles, c'est la même façon que tu écris en français. La façon que tu parles, c'est pas la même façon que tu écris. C'est dur. C'est le problème avec les accents et avec les lettres aussi. C'est difficile à apprendre et écrire aussi. Alors à mon avis déjà, on a fait un grand point géographique, ce qui n'est pas négligeable au niveau de la francophonie. C'est vrai que c'est sans doute un mot dont ils avaient déjà entendu parler parce qu'on a travaillé sur les 10 mots cette année, mais c'est pas quelque chose qu'ils avaient déjà pu approcher ou même toucher du doigt. Mettre un nom sur les langues qu'ils comprennent par exemple, ou sur les langues qu'ils souhaiteraient parler, ça c'est quelque chose de nouveau pour eux, et je pense que justement dans la sensibilisation à la langue française et aux autres langues, donc aux autres cultures, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour eux et d'important pour la suite. Parce qu'on a souvent des élèves qui arrivent justement, qui ont les cours de français langue étrangère, mais c'est pas que ça s'arrête à la porte de cette classe, mais presque. Parce qu'en fait, après, les élèves reprennent leurs habitudes et parlent leur langue, qui est leur langue maternelle, le portugais, l'ukrainien. Et du coup, c'est vrai que là, c'est un projet qui fédère autour justement du français, mais qui leur permet aussi d'exprimer leur propre identité, leur propre culture. Voilà. C'était ici. Donc on la revoit encore ici, c'est si marrant. Le retour des enseignants sur les différentes interventions dans lesquelles pour le coup c'est nous qui étions animateurs, parce que maintenant on leur propose eux d'animer ce travail-là et du coup de mieux l'intégrer à leur progression pédagogique. Le retour des enseignants, c'est qu'effectivement c'est utile d'avoir des outils pour parler de la diversité culturelle et linguistique et que vraiment la francophonie, dans la façon dont on le propose, dont on propose des activités, c'est vraiment un alibi, un prétexte pour parler de la diversité culturelle et linguistique. Et que justement, ça nous permet de mettre d'abord en valeur ce qu'on a en commun pour pouvoir aborder la diversité, sans pour autant forcer les enfants à parler d'eux, à parler des origines, à parler de la langue que sont parlées par les parents, mais bien être dans quelque chose de beaucoup plus ouvert, où d'abord, ce à quoi on s'intéresse, c'est ce qu'on a en commun, et puis du coup, est simple, fédère, c'est le lieu de l'école en plus, donc c'est facile finalement de parler de ça, et ça ouvre des portes pour parler d'autres choses aussi. Donc voilà, c'est ce qui est écrit. L'importance du débat, tout ce qui est outils participatifs, c'est très très apprécié par les profs. Parce que je pense qu'il y en a qui le font beaucoup, qui font des introductions à la philo, mais c'est pas forcément des outils qui sont appréhendés par tous, donc c'est des choses qui sont revenues. Et enfin la place laissée à la prise de parole par les enfants. Donc ça c'est les... D'ailleurs, sur l'école Berthelot, je ne sais pas si vous connaissez, pas très loin d'ici, là, on a eu un exemple, ça c'était au CM2, ouais. Sur 2 ans. Et les deux institutrices nous ont rapporté que sur l'année où on a mené cet exercice-là, elles s'étaient aperçues que très rapidement, elles ont eu un tout autre rapport avec les parents d'élèves qui étaient en situation d'une langue maternelle différente que celle du français. Dans le rapport avec la famille, les choses ont totalement changé très rapidement dans l'année, puisque les enfants ont fait débat de ce qu'ils avaient présenté à la classe au sein du cercle familial, et que l'année suivante, on n'a pas fait le projet. Elle m'a dit, j'ai vraiment senti, non pas une régression, mais en tout cas un changement total avec ce qui encadre la classe. Vraiment, ça a été... Donc ça, c'est intéressant, et on voudrait avoir cette expérience sur plusieurs années pour justement montrer que... C'est vrai que dans les projets qu'on a menés, notamment à Pont-de-Cherruy, on avait réfléchi à la façon d'intégrer la famille, aussi de voir comment on pouvait faire du lien. On n'a pas forcément réussi, parce que c'est difficile de faire venir les parents, notamment au collège, c'est vraiment difficile. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait en tout cas développer ou essayer de trouver de nouveaux outils, parce que ça nous paraît fondamental. Ensuite, pour continuer sur un petit peu l'analyse de la façon dont ça se passe jusqu'ici,
un phénomène, enfin quelque chose qu'on a observé donc, à plusieurs reprises, que ce soit en France mais aussi en Arménie, c'est le fait que des enfants qui sont considérés par le prof comme très timides ou même mutiques prennent la parole dans ce cadre-là. Alors nous, évidemment, quand on intervient dans l'extérieur, on ne s'en rend pas compte. C'est à la fin de l'activité où le prof nous dit, bah tiens, elle, je l'entends, je l'ai jamais entendu de l'année, c'est vraiment étonnant, et puis elle a bien pris la parole. Et voilà, ça c'est des choses que nous, on provoque pas, parce qu'on ne connaît pas les enfants a priori, mais on voit qu'il y a un déclencheur dans ces thématiques-là qui permet peut-être à certains de trouver leur place aussi dans le groupe classe. Et s'approprier l'apprentissage aussi, en faisant du lien justement à l'environnement qui est l'environnement de la famille, l'environnement connu. Et une autre chose qui résonne un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la francophonie, c'est aussi que les enfants n'ont pas du tout a priori négatif sur ces questions. Alors, peut-être que vous non plus, mais souvent quand on parle de francophonie à des adultes, voilà, on pense à des dimensions politiques, à des dimensions historiques évidentes, de néocolonisation, etc. Alors que les jeunes n'ont pas du tout ces a priori-là, et que donc il y a vraiment un espace pour parler de la francophonie culturelle sans a priori négatif. Les points de vigilance cependant auxquels on essaye de faire attention, donc je le disais tout à l'heure, c'est la question de l'assignation, hein, on en parlait aussi avec le comité consultatif, que les enfants ne soient pas renvoyés à des identités que eux n'ont pas forcément choisies d'ailleurs, mais bien laisser la liberté à chacun de parler d'eux ou d'inventer des personnages. Par exemple, il y a une activité qui consiste à écrire des cartes postales, où les enfants reçoivent des cartes postales d'un enfant qui vit sur un autre territoire et qui lui explique, voilà, moi à l'école je parle telle langue, à la maison je parle telle langue, j'ai des copines qui parlent d'autres langues. Alors ça peut être l'exemple d'une petite Suisse qui habite au Costa Rica parce que ses parents sont diplomates, ou d'un Sénégalais qui parle wolof et français parce que de fait la société fait que les deux langues sont langues de communication, mais qu'on peut aussi avoir encore une autre langue nationale. Voilà, différentes situations linguistiques. Et donc les enfants sont amenés à répondre à cette carte postale, à écrire à leur tour. Donc c'est un exercice aussi d'écriture. En FLE, c'est intéressant parce qu'on peut aussi travailler des points grammaticaux, en français aussi, pas forcément que en français langue étrangère. Mais là, on propose aux enfants soit de parler d'eux, mais aussi d'inventer un personnage. Donc de se laisser aller complètement à quelque chose d'imaginaire, ce qui leur laisse façon de choisir s'ils ont envie de parler ou pas. Ensuite, ce qui, dans la perspective où ces outils, donc je vais ouvrir la plateforme, sont à destination d'un public international, on a voulu faire très attention aussi à ne pas être ethnocentré, parce que ces outils justement ne représentent pas une pensée culturelle franco-française. C'est difficile parce qu'on est français dans l'équipe, mais on essaye de faire attention. Ça, pour essayer de contourner ce problème-là, d'abord, on lutte contre avec beaucoup de vigilance, encore une fois, bien relire tous nos documents. Ensuite, avec des activités qui sont finalement très adaptables, qui sont vraiment des activités Canva, pour lesquelles on propose à chaque éducateur, chaque professionnel de l'éducation, d'adapter les exemples qu'il va utiliser, d'adapter les cartes postales, par exemple, pour que ça corresponde davantage à son groupe et à la situation linguistique du groupe. Ensuite, en termes techniques, parce qu'effectivement, il y a un outil numérique qu'on propose, c'est aussi de s'adapter aux différents contextes d'équipement des territoires. Donc là, la plateforme qui est en ligne depuis 2 semaines, qui n'est pas encore lancée au grand public, mais vous la découvrez avec nous. Voilà, cette plateforme, elle propose aux professeurs d'avoir accès à des fiches d'activités, finalement, des formats d'activités, mais aussi de leur proposer d'en proposer, c'est-à-dire de les modifier, de les adapter et de les mettre à disposition des autres professeurs. Et donc ça, c'est tout simple, c'est-à-dire que le prof doit avoir une connexion, soit dans un cybercafé, soit à l'école, soit chez lui, imprimer la feuille ou la recopier s'il ne peut pas imprimer. Donc ça, c'est vraiment la version basique de l'accès à la ressource qui est sur Internet. Et puis dans une version plus développée qui est en développement, actuellement en développement, c'est l'idée de pouvoir proposer des applications tactiles, mais là il faut être équipé, donc soit des plaquettes, des tablettes, des tablettes ou des TBI, ce qui n'est pas aujourd'hui disponible dans toutes les écoles du monde,
Donc ça, ce sera une version plus aboutie, effectivement, de l'appropriation de ces activités qu'on propose. Et ça, ces fiches, c'est sur votre site là? Ces fiches, elles sont là, ouais. Elles sont disponibles sur votre site? Oui. Ouais, ça y est. Alors ça, c'est pas... Il y a 2 sites. Il y a le site web de la Caravane des 10 mots, qui est un site qui présente les activités générales de l'association. Et ça, c'est le site qui s'appelle donc caravane-onésime.com. Enfin, l'adresse, c'est caravane-onésime.com. Onésime comme... comme Onésime reclus. L'anarchiste. Géographe. Géographe. Sa famille est anarchiste, je ne saurais pas dire si lui-même se réclamait de l'anarchisme. Mais en tout cas, un géographe qui a inventé le terme de francophonie, enfin, c'est le premier à avoir utilisé ce terme de francophonie, pour désigner à l'époque un groupe social, géographique, qui partage un trait culturel. C'est la première fois qu'on a émis l'idée qu'on pouvait parler de trait culturel pour rassembler une population en géographie. Donc ce site, il a pour objectif à la fois de diffuser la démarche de sensibilisation à la diversité culturelle et à la francophonie, parce qu'on s'est dit que nous-mêmes, on ne pourrait pas aller dans toutes les écoles, ni de Rhône-Alpes, ni de France, ni du monde, que donc si on avait envie que ces outils soient diffusés, il fallait les proposer autrement. Ensuite, pour favoriser donc l'acquisition de connaissances spécifiques sur ces questions par les professionnels de l'éducation. Et enfin, favoriser aussi l'échange entre ces professionnels sur différents territoires. Donc on va regarder vite fait les différents espaces. Donc ça se présente comme ça, hein. C'est un site qui est assez intuitif, donc il ne faut pas hésiter à fouiller. Donc il y a 3 espaces. Un espace où on peut avoir accès aux activités, un espace où on peut avoir accès à des ressources, ce qu'on a appelé un peu prétentieusement peut-être des ressources de formation continue, où les profs puissent aller fouiller pour leur propre culture, des éléments sur ces questions, et partager un espace où on peut partager justement son témoignage, son expérience, la façon dont ça s'est passé dans sa classe, ou la façon dont on a pu recevoir une formation. Enfin, voilà. Donc, je remonte, donc ça c'est toute la page. Voilà, là vous avez les 3 espaces qui sont précisés. Et donc quand on va découvrir les activités, mais on peut y aller aussi par le cadre bleu qu'on vient de voir. Il y a 4 thématiques, les 4 thématiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand on clique sur le plus, on peut avoir accès à une petite fiche qui explique un peu la pertinence de cette thématique dans un cadre éducatif auprès d'un groupe, avec des compétences, savoir-être, savoir-faire, qui sont issues du cadre du CARAP. On a pris pour référence effectivement le cadre du CARAP pour mieux adapter finalement ces activités, et avec des notions clés et un lexique qui sont à télécharger pour que le prof aussi puisse, s'il ne maîtrise pas complètement ces enjeux-là, répondre aux questions des enfants. C'est ça. Donc c'est pas le cas de cette fiche-là qui est sur la langue. Ah si, c'est l'espace, la francophonie comme espace. On fait par exemple référence aux différentes étapes de diffusion du français dans le monde, donc à la colonisation, à l'époque des Lumières, au français langue de diplomatie, enfin voilà, aux différentes... C'est parce qu'on voit pas. Ah oui, là on voit pas. Non, mais c'est à cause de l'écran. On voit pas beaucoup mieux là. Non, Ouais. c'est à cause de l'écran. Donc si je refais... Voilà, c'est la même chose pour toutes les activités. Et ensuite, c'est une forme de filtre, c'est-à-dire si on veut une activité qui parle de langue et langage, on clique dessus. Si on veut des activités qui parlent de tout, on clique sur tout ou sur rien. Et donc pour l'instant, il n'y a pas énormément de fiches, puisque le site a été lancé, je vous l'ai dit, il y a 2 semaines, mais il va être amené à s'enrichir. Et donc il y a un certain nombre déjà de fiches d'activités. Donc encore une fois, qu'on nomme pas fiches pédagogiques, parce qu'on ne se considère pas pédagogue, mais qui sont encore une fois des canevas à adapter à son groupe. Et donc en fonction de l'activité qui est présentée, il y a une fiche activité avec ou pas des ressources qui permettent de compléter. Par exemple, l'activité sur les expressions francophones, il s'agit de voir une expression et de deviner de quel pays elle vient et ce qu'elle veut dire sur le territoire en question. Et donc il y a toute une fiche aussi avec des exemples à utiliser. Donc voilà. Ensuite il y a un espace donc ressources. Donc voilà, avec des petites ressources qu'on propose, des sites web, des livres, des lectures, des documents aussi à télécharger, qui sont eux aussi à compléter, à enrichir. Donc les droits culturels dont parlait Thierry, ici vous avez la déclaration de Fribourg sur les droits culturels, à laquelle on fait souvent référence.
Là, il y a la synthèse d'ailleurs du forum auquel vous avez participé à Lyon 3 en octobre dernier, et les vidéos du même forum. Donc voilà. Et enfin, la dernière partie, qui elle est la plus ouverte aux enrichissements de chacun, c'est la partie à partager pour partager, c'est-à-dire partager l'expérience de l'expérimentation de ces outils en classe. L'idée, c'est que cette page, elle soit un petit peu blog, que chacun, en Arménie, au Sénégal, en Belgique, puisse dire chez moi, c'est ça qui a marché, parce qu'on s'est aperçu que tel enjeu était particulièrement mis en valeur dans cette activité. Avec mon groupe d'apprenants adultes, j'ai adapté de telle façon. Enfin, voilà. Donc on espère que cet outil sera vraiment utilisé par des professeurs dans le monde entier et que justement chacun pourra vraiment se l'approprier pour en faire finalement... j'espère vraiment qu'il va nous dépasser et qu'il va nous échapper pour que les profs se l'approprient vraiment. Et voilà. Et donc à chaque étape, il y a la proposition d'être dans l'interactivité, partager une expérience, les activités, on peut avoir accès à une fiche pré-remplie pour proposer donc un format, et pareil pour les ressources, on peut proposer des ressources. Donc voilà. Et on a donc, comme je le disais, fait une première formation en Arménie en début du mois d'avril sur ces questions, donc complètement un autre contexte, l'enseignement du FLE, où le français est une langue apprise dans les écoles publiques, où il est proposé dans toutes les écoles publiques, théoriquement, selon le pacte avec l'OIF. Dans les faits, il n'y a pas assez de professeurs de français pour que ce soit vrai, mais il y a en tout cas une volonté, et où les gens sont un plurilinguisme impressionnant, tout le monde parle au moins arménien, russe, et une troisième langue, que ce soit l'anglais ou le français, apprise à l'école. Donc c'était aussi très intéressant justement d'être vraiment dans un autre contexte où là le français a une image vraiment très liée à la culture française. La langue française est apprise à partir des références culturelles françaises. Et donc parler de francophonie c'est vraiment un enjeu en l'occurrence pour ces professeurs parce qu'ils n'ont pas forcément ni les outils ni les manuels qui permettent d'aborder ces questions. Donc voilà, je vais peut-être arrêter là, je crois que ça fait déjà beaucoup. Donc comme vous le voyez, il y a cette dimension d'intervention dans les écoles en France, de formation aussi pour des groupes de profs. Alors pour l'instant, on a fait la première expérience en Arménie, mais j'espère qu'il y en aura d'autres, dans d'autres territoires à l'étranger, mais aussi en France. Et encore une fois, en Arménie, on était parti avec Anne-Marie Dinvaux, qui est maître de conférence à l'Université d'Avignon, en sciences du langage. Donc l'idée c'est aussi de s'accompagner de spécialistes de ces questions et justement de gens qui vont avoir une approche complémentaire, peut-être plus pédagogique, pour compléter notre approche plus culturelle et davantage sur les outils. Voilà. Sachant que ce que vous venez d'entendre, on le présentera de la même façon au congrès mondial des professeurs de français qui a lieu à Liège au mois de juillet prochain. Oui. Parce que nous serons là sur toute la semaine, avec à la fois un jeu de fil rouge qu'on va lancer sur l'ensemble de la semaine avec les 1800 profs de français qui sont là. Sur les 10 mots, ouais. Sur les 10 mots. Et en même temps, de leur proposer la présentation de ce projet-là. C'est super. Oui, c'est l'occasion. Bon outil. Là, c'est super. C'est un bon moment, ouais. Mais en ce qui concerne l'apprentissage du français dans le monde, c'est vrai qu'il y a vraiment, je pense en tout cas, à l'échelle de ce siècle-là, vraiment un virage à prendre sur le fait qu'effectivement, on puisse apprendre cette langue aujourd'hui dans n'importe quel pays du monde, autrement que par Edith Piaf, Jodassin et Charles Aznavour. Je vis partout, même encore aujourd'hui, dans certains territoires africains, on apprend la langue française en citant ce genre de référence. Il me semble très très important justement qu'il y ait un virage qui soit pris pour... La reconnaissance de la diversité culturelle francophone, pour le coup le français n'appartient pas aux Français. C'est une confusion incroyable toujours entre cette histoire de politique linguistique, l'histoire de France. Jodassin n'est pas français, il était franco-américain. C'est vrai. Donc c'est aussi une portugaise sur la culture. Ça oui. Je rigole en disant Jodassin parce que les Arméniens sont particulièrement fans. Alors, pas de mal. Tant mieux. Non mais en l'occurrence même Jacques Brel, qui est très apprécié en Arménie, oui mais tout le monde pense qu'il est français. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît même pas justement ces artistes qu'on aime. Voilà. Oui, mais moi je suis totalement d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on donne la bonne définition, c'est-à-dire que en fait ce que Lindy a mis est très très juste, c'est-à-dire qu'en fait
que vous appreniez effectivement par le biais de quelqu'un qui soit depuis très très longtemps de souche française, on va dire, ou que ce soit Jacques Brel aujourd'hui, il est identifié comme un chanteur français, pas de langue française. C'est ça le problème. C'est-à-dire que pour moi, c'est ce biais-là qu'il faut retrouver, parce que sinon, ça pose un gros problème. C'est-à-dire, c'est comme le physique. Hein. Vous voyez quelqu'un dans une classe qui a les yeux bridés, pour l'ensemble de la classe, de toute façon, il parle une langue asiatique. Pour moi, c'est cliché qu'il faut vraiment... Il faut arrêter ça. Pas parce que quelqu'un a une couleur de peau noire que, de fait, il va parler soit le lingala, soit le wolof. Il peut parler... L'autre jour, on était à une réunion pour la semaine de la langue française, et il y a un monsieur de couleur noire qui a dit moi, je suis d'origine suédoise. Ça a fait un choc à tout le monde, ça s'est vu. Ça s'est vu, personne n'a... C'était une blague. Les gens étaient tous embêtés, parce que pour eux, ils leur avaient enlevé une certaine idée du bonheur. C'était évident que ce monsieur était d'origine africaine, et qui parlait suédois. Ça m'a fait rire, mais je trouve ça très juste, parce que toutes les personnes qui étaient autour de la table, et toutes sensibilisées à ce dont on est en train de parler, ont toutes eu une réaction de dire... Quand même. Pas tout à fait ce qu'on a Vous voyez demandé. ce que je veux dire. Et tant qu'on en est là, et c'est normal, eh ben, on a encore beaucoup de chemin à faire. Voilà. Là, on est avec des gens, des adultes, majeurs vaccinés, en plus des problématiques dont on discutait, et j'ai senti vraiment dans les yeux de tout le monde, il y a eu un truc, il s'est passé quelque chose. Voilà. Et donc, là, c'est... Merci beaucoup.